maintien et renforcement des capacités. Nous voulons vous dire merci. Merci pour la spontanéité. Merci pour avoir réussi de votre présence à cet atelier. Certainement que cet atelier s'organise en prévision de beaucoup d'échéances. Vous connaissez que la propriété a une domicile chez nous et que le développement durable devient une préoccupation, j'allais dire un défi, une motivation pour tous les citoyens et citoyennes de s'engager résolument à la tête de ces objectifs. Une autre échéance, c'est les préparatifs liés au COP26. Le COP26 va rassembler les acteurs étatiques et non étatiques à travers le monde pour discuter sur des questions de développement de l'humanité en termes de lutte contre les changements climatiques. Et donc nous avons intérêt aujourd'hui, comme nous nous retrouvions, pour que rien ne puisse nous échapper, en prévision de toutes ces échéances. Comment lutter contre la pauvreté, au moment où il faut construire une certaine protection de l'environnement, des ressources et compagnie, et comment nous investir pour la redéfinition de l'ordre international en tant qu'entité qui participe naturellement à cet exercice. Raison pour laquelle la Fondation DDK Ministry, qui est une fondation à ramification internationale, a souhaité, en partenariat avec le gouvernement congolais via le ministère de ce secteur important, organiser cet atelier qui est bien entendu dans cette méthodologie en faveur des acteurs non étatiques et étatiques. Et cette fois-ci, ce n'est pas seulement les acteurs de Kinshasa, mais également de provinces. On aurait souhaité naturellement que les provinces soient là pour qu'ensemble nous puissions discuter de ces objectifs de développement durable. Certainement que nous n'avons pas été soutenus comme souhaité, mais nous ne pouvons pas non plus annuler cette grande rencontre à cause de l'absence des provinces. Ils auront les supports vidéo, ils auront les supports électroniques, de ce qu'on aura résolu, on aura trouvé comme résolution, n'est-ce pas, au cours de cet atelier. Nous saluons très chaleureusement tous les partenaires qui ont bien voulu mobiliser leurs membres pour qu'on soit ici ensemble. Certainement que nous avons nos habitudes, et ça vous le savez, on ne fait rien pour rien. Mais en ce temps, le pays est en train de briller. Mais le continent est en train de briller. Le monde est en train de disparaître. Je suis là il n'y a pas 48 heures. Comment près de 27 000 espèces disparaissent chaque année à cause de la dégradation forêt, à cause de changement climatique. Je crois que ça devient une préoccupation pour que toutes ces notions soient popularisées. Et ça, c'est notre préoccupation, et c'est cela justement la préoccupation de cet atelier. Mesdames et messieurs, nous allons démarrer notre atelier, mais je voudrais profiter au nom du comité d'organisation, déclarer ouvert cet atelier qui nous permettra de pouvoir renforcer nos capacités de telle sorte que nous soyons véritablement des garde-fous, j'allais dire des remparts contre les changements climatiques. Je vous remercie. Je suis expert international sur des questions de décentralisation et de déconcentration administrative. Et le sujet qui m'a été demandé d'aborder porte sur l'adéquation entre la décentralisation et l'accomplissement des objectifs de développement durable. La décentralisation et les objectifs de développement durable. Chers amis, c'est très important. Au départ, le monde entier, au regard de la pauvreté qui sévit dans le monde, et non
notamment en Afrique, j'allais dire, les différentes institutions des Nations Unies ont estimé nécessaire de rechercher des objectifs de développement pour le monde entier. Au départ, c'était les objectifs du millénaire, c'était en 2000, et c'était 8 objectifs. Certainement qu'il fallait 15 ans pour faire l'évaluation. Et ces objectifs, la lutte contre la faim, l'autonomisation de la femme, la lutte contre la mortalité infantile et la protection de la maternité, la protection de l'environnement, la coopération au développement, ça sont des objectifs qui ont été, n'est-ce pas, édités dans le monde de manière que chaque pays, chaque entité puisse véritablement respecter de manière à construire les développements. L'évaluation a été faite en 2015. Malheureusement, tous ces objectifs ont été arrêtés. Ça n'a pas servi à grand chose. Beaucoup de pays africains sont restés dans un état de pauvreté. Beaucoup n'ont pas avancé. En tout cas, aucun pays ne s'est distingué. Plus précisément, la République démocratique du Congo. Que ce soit la question de la lutte contre la faim, la question de l'autonomisation de la femme, la question, n'est-ce pas, de l'environnement, la question, n'est-ce pas, de la coopération, de la sécurité, etc. Toutes ces questions sont restées pendantes. Quand on a fait l'évaluation 2015, on s'est finalement rendu compte que bon, les choses n'ont pas avancé. Au lieu d'avoir 8 objectifs, on est allé jusqu'à 17 objectifs. Et vous êtes censé, en tant qu'acteur majeur, vous êtes censé connaître véritablement ces objectifs. Tous ces objectifs concourent naturellement à lutter contre la pauvreté. À lutter contre la pauvreté. Dans chaque pays. Dans chaque pays. Malheureusement, lorsqu'on regarde la situation du Congo, on a l'impression qu'il y a un paradoxe. Lorsqu'on regarde les différentes ressources naturelles que Dieu a données à la République, lorsqu'on regarde l'état de la population, on réalise finalement qu'il n'y a pas concordance entre les richesses que nous avons et l'état de pauvreté de la population. Tenez, c'est-à-dire que dans une étude qui a été faite, une étude géologique, c'est démontré que le sud du Katanga a des ressources naturelles incommensurables. Il est même dit qu'il y a 48 ressources minérales. Donc 12 n'existent nulle part au monde. 12 n'existent nulle part au monde. Tout ce que vous voyez, par exemple, des guerres récurrentes qui sévissent à l'est du pays, c'est lié aux richesses qui sont les nôtres, mais qui sont conventées naturellement à travers le monde. Les minéraux comme le cobalt, les minéraux comme le cobalt, nous avons 65% de la production mondiale. Les minéraux comme le coltan, le colombo-tantalite, 80% des réserves mondiales. Nous avons les lithium. Aujourd'hui, avec les changements climatiques, les réchauffements de la Terre, on a besoin d'avoir des voitures électriques pour ne pas produire des gaz à effet de serre qui construisent une dynamique vers le réchauffement de la Terre. Mais nous avons ça, 65%. Nous avons 80% de coltan, les téléphones, tout ce que vous avez, les batteries, etc. Ça, c'est lié à ces ressources. Mais nous en avons. Malgré ça, regardez la contribution dans le budget de la République, c'est 413 millions seulement. Nous sommes une puissance halieutique. Lorsqu'on regarde tous les bassins du monde, le Congo-Kinshasa avec le bassin de Chihuahua, c'est 1700 espèces de poissons. Nous sommes suivis par les bassins d'Amazonie. 413. Regardez l'écart. Donc, on aurait des poissons ici sans poser problème. Nous sommes une puissance forestière. Dans les bassins du Congo, il y a 250
de forêt. Mais le Congo dispose de 150 millions, pardon, 250 millions d'hectares de forêt dans le bassin du Congo, et nous avons 150 millions d'hectares de forêt. Deuxième au monde, après l'Amazonie, dont le Brésil prend le leadership, etc. Nous sommes une puissance phonique. C'est-à-dire que la faune, 500 espèces de mammifères, c'est pas peu de choses. Il y a des pays qui n'en ont pas. Nous avons 1500 espèces d'oiseaux. Nous avons 350 espèces de reptiles. Nous avons 100 espèces de primates, les bonobos, qui se ressemblent aux hommes. Nous avons pratiquement presque tout. Nous sommes une puissance hydrographique. L'eau douce en Afrique, nous avons 53%. Nous sommes une puissance hydroélectrique. En termes de potentialité, nous avons 5000 mégawatts. 5000. Mais nous ne fonctionnons seulement qu'avec 1400. 1400 sur les 100 000. C'est-à-dire qu'on peut protéger, on peut véritablement lutter contre le changement climatique sans pollution de l'air. Si on utilisait naturellement tout ce que nous avons comme potentialité sur le plan hydroélectrique, nous sommes en 1400. Entre-temps, la situation s'aggrave. La situation s'aggrave, l'état de pauvreté continue. On fait comment? D'une part, il y a la pauvreté. D'autre part, il y a des richesses qui sont en contradiction sous forme de paradoxe. Entre-temps, nous ne savons pas utiliser ce que nous avons et la pauvreté continue à se vivre et nous ne pouvons pas. Vous êtes dans la périphérie de Kinshasa, les gens vivent. Je parle de quoi des choses. Il faut voir. Moi, j'ai fait une recherche actuelle ici, la commune de Kibateke. Vous allez voir des enfants de 7, 10 ans, chaque jour en train de transporter des fagots de bois. Tout est déforesté. Je fais une reforestation ici en termes de recherche actuelle. C'est grave la situation. C'est pas seulement le fait que le gouvernement central a consigné ses objectifs dans son programme, que ces objectifs représentent tout le pays. Ah non. Parce qu'il faut que je vous le dise, dans notre pays, le niveau central a 36 compétences. 36 compétences. Le niveau provincial a 29 compétences. Et il y a des compétences concurrentes qu'on appelle compétences partagées. Et donc, quand vous êtes au niveau provincial, vous avez un programme. Et dans ce programme-là, vous avez un budget. C'est pour ça que vous avez, par exemple, le gouvernement de Samapone, c'est 10 milliards aujourd'hui, en termes du budget. Mais vous allez à là-bas, vous avez le gouvernement provincial, plus de 700 millions. Vous allez à la Tchoko, c'est 500 millions. Vous allez à Mouachi, c'est 500 millions. La ville de Kinshasa, c'est quoi? Ça voisine de 600 millions. Quand vous êtes au Congo central, le budget du gouvernement provincial, ce n'est pas le budget du gouvernement central. Parce que chaque budget est d'abord en fonction, n'est-ce pas, de ses compétences. C'est très important. Et quand on vous dit que le gouvernement central vous connaît à 10 milliards de dollars, ce n'est pas le budget de la République. Ça, c'est le budget du gouvernement central au regard des objectifs qui nous sont enseignés. C'est-à-dire que le budget de la République, c'est la somme des différents budgets des différentes provinces. Si l'Oualaba a 500 millions, on additionne avec les 500 millions de Haut-Katanga, 500 millions de Haut-Lumami, 500 millions de Tanganyika, 500 millions du Sankourou, 500 millions du Kassai oriental, Kassai central, Tchoko, Otoué, Batoué. Donc les 26 provinces ont chacune, n'est-ce pas, un budget. Quand vous additionnez avec le budget du gouvernement central, et vous avez le vrai budget, on appelle ça le budget consolidé. C'est qu'au lieu d'avoir 10 milliards comme nous l'avons aujourd'hui, donc nous pouvons aller jusqu'au niveau de 25 milliards aujourd'hui. Et donc, chaque budget doit prendre en considération, naturellement, les objectifs de développement durable.
Mondialisme même pour les associations que vous êtes. Vous ne pouvez pas travailler pour la commune équivalente, vous ne tenez pas compte de ces objectifs. Vous ne pouvez pas travailler pour l'école, par exemple, du Sud Kivu, si vous n'avez pas ces objectifs. Donc, si le gouvernement central tient à tenir compte de ces objectifs de développement, il y a une répartition au niveau du gouvernement provincial, on trouve ces objectifs de développement, et puis au niveau de la ville, on trouve un budget, un programme urbain, on trouve un programme communal, un programme de secteur de chefferie. À chaque programme, il y a le respect de ces objectifs-là. Et vous allez vers les acteurs non étatiques, par exemple, tel ONG qui opère dans tel endroit, lui aussi travaille en fonction de ses objectifs. Parce que l'idée pour nous, c'est quoi? C'est qu'il faut se battre pour lutter contre la pauvreté. Le développement durable n'est pas essentiellement une question de lutte contre le changement climatique. C'est une question de lutte contre la pauvreté. Parce que la pauvreté, telle qu'elle sévit, elle ne peut pas donner possibilité aux gens. Quelqu'un qui a besoin de bois de chauffe, mais il a une difficulté. Vous dites non, il ne faut pas couper le bois de chauffe. Ah, mais non, il n'a pas l'argent pour aller acheter un couple électrogène. Il va se référer véritablement au bois de chauffe. Mais si le gouvernement de la République a tenu compte de ces objectifs, il va résoudre le problème de l'énergie. Et cette énergie, il y aura l'électricité. Et quand on fait la distribution de l'électricité, ils ne vont plus couper les arbres. Et ça devient intéressant. Et c'est là que se répartit au niveau central, au niveau provincial et au niveau local. Et tout le monde, comme maintenant, travaille. Il y en a ceux qui donnent de l'argent pour construire les infrastructures par rapport à la desserte de services de qualité. Il y en a aussi ceux qui sensibilisent comme vous. Pour dire, écoutez, il ne faut pas couper l'arbre. Pour dire, écoutez, il faut planter l'arbre, etc. Parce que l'arbre construit la séquestration des carbone, etc. Donc, la décentralisation devient une restructuration géographique qui nous permet d'avoir des programmes, mais qui y ait une distribution des compétences à différents niveaux. De telle sorte que, au même moment que nous voulons construire la solidarité intergénérationnelle, c'est-à-dire la solidarité avec les générations futures, eh bien, écoutez, nous travaillons pour que effectivement nous puissions satisfaire nos besoins d'aujourd'hui. C'est pas parce que, comme ça se fait à l'est de la République, pour ceux qui ont visité le parc de Virunga, dans ce parc, non seulement on a une diversité biologique, mais également la présence du pétrole à grande intensité et de bonne qualité. Et curieusement, le parc a été déclaré comme étant un patrimoine mondial. Donc on ne peut pas y extraire. Or, aujourd'hui, quand vous êtes par exemple aux États-Unis, vous êtes capable d'extraire, même dans le parc de Yellowstone, les richesses qui sont dedans, on utilise des technologies, on utilise des mécanismes qui permettent d'entretenir le système africain. Deux réponses qui sont aussi vraies, mais concernant cette question, le premier environnement fixe d'un individu, c'est son esprit. Je m'explique. Lorsque vous avez une pensée, une idée, une opinion, avant de pouvoir la porter, avant de pouvoir la manager, avant de pouvoir l'articuler, la maintenir, il vous faut d'abord l'avoir à l'intérieur, aller d'abord au cul, nous sommes d'accord. Parce que ce que je pense là maintenant, êtes-vous capable de le savoir? Je suis incapable tout autant de savoir ce que chacun d'entre nous ici pense. Parce que c'est occulté, c'est-à-dire c'est caché dans son esprit. Tant que cette pensée n'est pas exprimée, nul ne peut la connaître. Parmi nous ici, vous êtes tous d'accord avec moi. Donc, avant de procéder à un développement dans son environnement, il faut d'abord développer son environnement fixe. Nous sommes, pour chacun d'entre nous sur Terre, le seul individu responsable de soi, qui vit H24 avec soi, qui fait tout avec soi-même et à tout. En venant ici, nous avons pour chacun laissé nos amis, nos familles, nos conjoints, nos voisins, à un endroit bien fixe.
Nous nous sommes forcés nous-mêmes pour nous y amener ici. Nous sommes tous d'accord. Donc nous sommes notre meilleur ami. Nous sommes responsables de nous-mêmes. Avant que cela ne soit physique, c'est d'abord dans l'esprit, dans la pensée. Alors, imaginons un seul instant, comment voulons-nous intervenir dans notre environnement extérieur si notre environnement fixe n'est pas développé? Et ce développement-là, c'est simplement la conscience, la prise de conscience de ce que nous représentons pour l'environnement à développer. Est-ce que je me fais comprendre? N'hésitez pas à m'interrompre si besoin est. N'hésitez pas. Il est très important que chacun d'entre nous, humains autant que nous sommes, que nous ayons la conscience de l'impact que nous générons sur notre environnement, tant individuellement que collectivement. Un exemple très concret, et nous allons prendre ce que nous voyons tous ici à Kinshasa, par exemple, pour ne pas dire dans le Congo, sachant que les problématiques rencontrées ici au Congo sont inhérentes à l'Afrique noire, certes d'ailleurs aussi évidemment, mais concentrons-nous sur nous-mêmes pour une fois, sans que les autres aient besoin de se concentrer sur nous. Je dis ça, je n'ai rien dit. Lorsque je me lève le matin et que je bois mon eau, contenue dans un contenant en plastique, que je jette par terre, l'impact n'est pas que pour moi, l'impact est pour chacun d'entre nous ici, mais aussi pour les générations à venir. Au-delà de ça, l'impact est aussi pour le sol, sachant que le plastique met 1000 ans avant de se décomposer. Donc, voyez, le manque de développement de ma conscience en moi-même a généré un petit geste anodin d'apparence, mais d'impact néfaste sur un long temps. Voilà pourquoi il est important pour que nous parlions de changement dans la matière, c'est-à-dire physiquement, il faut d'abord que ça passe par nos esprits. Nous clamons nuit et jour, changement de mentalité. Oui, mais comment voulons-nous changer notre mentalité? Qui attendons-nous pour changer nos mentalités? Quand sommes-nous ou pensons-nous être prêts pour changer nos mentalités? Parlons du changement. Le changement passe avant toute chose par le fait du constat. Pour qu'un changement intervienne, faut-il encore, au préalable, avoir constaté qu'il y a une faille. Seulement en ce moment-là, l'on passe d'une situation, d'un contexte au développement. Ce cheminement-là nous pousse vers un développement. L'être humain est le premier élément de la nature, le tout premier élément de la nature. Pour que nous clamions aujourd'hui, partout dans le monde, autant de fois que faire se peut, qu'il faille absolument intervenir pour l'environnement, donc le climat avec, donc la faune, la flore aussi, il faut d'abord que l'humain lui-même ait conscience de tout ceci. Qu'enseignons-nous à nos générations présentes avec nous, mais celles à venir aussi? Notre impact à quelle visée et pour quelle vision? Nous pourrons nous asseoir ici, les gouvernements ont déboursé des fonds faramineux, mais aussi loin que chacun d'entre nous n'aura pas la conscience en soi de préserver son acte, son intervention sur l'environnement, rien n'avancera. Absolument rien n'avancera. Et ça ne doit pas être réservé uniquement à une catégorie de gens. Ceci doit être vulgarisé afin de disperser cela dans les mentalités de tout un chacun.
à partir des plus jeunes. Prenons un exemple concret. Voyez-vous, madame, vous achetez un bébé. Vierge. Madame, vous avez un bébé de 2 mois. Les deux sont équivalents, doucement. Comprenons-nous bien, je parle d'un danger et un humain, mais gardons à l'esprit que nous parlons d'abord de notre environnement physique. Donc, ce bébé en vierge n'aura pour contenance que ce que moi j'y mettrai. Cet enfant de 2 mois aura aussi pour contenance ce que je transmettrai en termes d'éducation. Donc, si nous sommes aujourd'hui dans ce comportement, en regardant en arrière, ça veut dire que les générations avant nous, quelque part, ont failli. Si nous regardons aussi en avant, en regardant le comportement mimétique, parce que ça c'est l'excuse des enfants, le comportement mimétique au quotidien de ces enfants, ça veut dire que nous, en tant que parents, nous avons failli. Donc il faut commencer la prise de conscience bien plus tôt. Intégrer cela dans l'éducation, pas seulement institutionnelle, c'est-à-dire il m'a été demandé de parler seulement du cas des femmes, je vais m'atteler sur ce que nous faisons avec ces femmes-là. Pour les récits ayant compris et palpé du doigt les problèmes de femmes et dans la filière pêche artisanale et aquaculture en RDC, entre autres la désorganisation structurelle, la méconnaissance de leur rapport au secteur par rapport aux autres couches sociales, le travail dur non qualifié, non valorisé et persistance de la pauvreté, l'ignorance de leurs droits, lois politiques et accords nationaux régionaux en matière de la pêche, manque d'un cadre de concertation, centralisation de tous ces problèmes pour faire un plaidoyer à toutes les instances, manque de débouchés du marché pour vendre leurs produits et mauvaises conditions de travail qui les exposent aux différentes maladies. C'est juste à cause de ces problèmes que je viens de citer, il y en a autant d'autres, qui nous ont motivés de voir comment nous pouvons encadrer ces femmes-là qui travaillent dur et leur travail n'est pas reconnaissant. Le REDIC, tel que je l'ai dit, c'est un réseau qui a été créé en 2014 et qui est régi, enregistré au ministère de Justice et Garde des Sceaux et enregistré aussi au ministère de Pêche et Élevage avec 3 autres associations. Nous comptons 32 associations membres de toute l'étendue du pays. Hormis la pêche, le REDIC, en tant que réseau, intervient dans plusieurs autres domaines, notamment l'agriculture, l'environnement, l'élevage, l'assainissement, la santé, l'éducation et la transformation. Nous avons comme objectif sensibiliser et former en permanence les associations membres, améliorer les conditions de travail des femmes de la filière pêche afin d'éviter des pertes post-capture et la fuite des capitaux, apprendre et diffuser de nouvelles méthodes de transformation et de conservation, protéger les droits des femmes et vulgariser les lois et accords bilatéraux, faire un plaidoyer en faveur du rôle qui est joué par les femmes dans la pêche artisanale et l'aquaculture. Le professeur Yambayamba résume tout, mais la répétition est la mère de la science. Je peux parler un peu du secteur général de pêche. Le secteur de pêche en République démocratique du Congo comprend la pêche maritime, pêche continentale et l'aquaculture. La production marine provient d'un littoral long d'environ de 40 km entre l'Angola et la République du Congo. La zone économique exclusive couvre une superficie estimée à 1150 km. Les ressources halieutiques d'eau douce peuplent de nombreux lacs, marais, plaines et inondations du pays, alimentés par les riches systèmes hydrographiques du bassin du Congo. Mais les femmes actrices dans la filière interviennent en 93%. Je voulais insister sur ce point quand on parle que la femme intervient en 93% dans la pêche. Certaines personnes se demandent comment, parce qu'il n'y a pas de pêcheurs femmes. Dans la filière pêche, ce sont les femmes qui financent les activités de pêche en amont. Ce sont des femmes qui contribuent à l'achat des intrants de pêche. Et les pêcheurs hommes n'interviennent qu'à la capture. Après la capture, les femmes récupèrent les poissons au lieu de débarquement
les transforment, les acheminent jusque dans le marché pour leur distribution. Et ceux qui font transformer, ce sont les femmes toujours qui interviennent dans la transformation. Et quand nous voyons dans cette chaîne de valeur, la femme intervient en 93%. Parce que juste même à la cuisine, dans la cuisine, ce sont toujours les femmes qui interviennent. Ici, nous avons quelques photos par rapport à quelques espèces, les poissons qui sont déjà transformés, les poissons de l'élevage et les poissons. Il y a un poisson des étangs là-bas, qu'on tient, il y a un poisson des fleuves, il y a les poissons déjà transformés dans les normes, et là, c'est les poissons des lacs. Ici, c'est quelques étangs, nous avons quelques étangs expérimentaux dans la commune de Maluku, avec la province de Kinshasa, et quelques cultures maraîchères tout autour de ces étangs là-bas. Les activités menées, nous avons mené plusieurs activités, sensibiliser, structurer, régionaliser, les associations membres pour travailler en synergie et consolider les réseaux nationaux, vulgariser et commercialiser les produits séchés par le four expérimental FTT construit par la FAO ayant fait preuve d'une bonne rentabilité, former les femmes membres du réseau sur l'hygiène, la manipulation des produits halieutiques, les mesures phytosanitaires, former les acteurs œuvrant dans la pisciculture sur l'aménagement des étangs, la sélection des engrais, la fabrication des aliments avec les ingrédients locaux, participation à plusieurs ateliers au niveau régional continental organisés par l'UALIRA, FAO, l'autorité du lac Tanganyika, la SADC, Monde de Fiche et autres. Ici, la participation de la femme à la sécurité alimentaire. Le secteur de pêche et aquaculture nécessite une attention particulière de toutes les parties prenantes, car il reste l'un de ceux qui peuvent contribuer efficacement au développement de notre économie. La majorité de femmes impliquées dans ce secteur contribuent énormément à la sécurité alimentaire et la survie de leur famille. Une main-d'œuvre féminine très engagée, mais travaille dans de mauvaises conditions. Ici, ce sont des sensibilisations au marché des collets, des femmes que nous sensibilisons pour l'hygiène des poissons. Vous pouvez voir ces poissons ici, ils sont bien étalés, des gros poissons, mais l'hygiène n'est pas respectée. Quand nous allons pour sensibiliser les femmes ici, parce que c'est ce qui fait à ce que nos poissons souvent ne sont pas acceptés dans des supermarchés et nos poissons ne sont pas acceptés à l'exportation. Parce que les méthodes de conservation ne sont pas respectées et c'est un grand défi. Nous allons parler de ça plus loin. Et nous étions en train de sensibiliser les femmes sur l'hygiène du poisson, comment exposer leurs produits pour une bonne présentation et une bonne conservation. Parce que ces poissons sont vendus là-bas, mais ce sont déjà des poissons en voie de détérioration. Il y a ici la transformation des poissons maintenant dans les normes. Vous pouvez voir la différence sur la texture, c'est le travail que les femmes font avec les fours modernes. Donc les poissons sont transformés sans odeur ni germe. Parce que les poissons qui sont transformés ici, qui sont transformés hors normes, ce sont des poissons qui sont transformés par le bois. Et ce bois-là sont une cause de la déforestation, une cause de la pollution et qui cause aussi des maladies aux femmes qui les utilisent parce qu'il y a ça dégage beaucoup de fumée et c'est une cause des maladies. Mais quand on les transforme ici dans les normes, il n'y a pas d'utilisation de bois parce qu'il y a d'autres combustibles appropriés qui sont utilisés ici, entre autres les pierres. Il y a les pierres, il y a les déchets organiques, les fibres de raffia, les épis de crocodile et plusieurs autres effets, plusieurs autres combustibles qu'on utilise pour le plumage de ces poissons. Et ces poissons égales donc il est bien fumé, bien séché, mais il n'a pas de moudron dessus. Différemment de notre dessin ici, vous pouvez voir maintenant nos poissons fumés sous l'ancienne méthode. Vous voyez leur texture. Leur texture et la qualité, ce n'est pas une bonne qualité. Et parfois, nous disons pourquoi on jette nos produits, pourquoi on jette les poissons, quand vous voyagez à l'étranger, il y a des germes dedans, il y a des insectes. C'est parce que nous n'avons pas respecté les normes de transformation. Ici, ce sont des cas d'exposition. Chaque année, nous avons des séances d'exposition pour vendre les poissons congolais et faire la promotion du consommant congolais. Et il y a aussi, nous le faisons aussi pour des raisons didactiques, parce qu'il y a plusieurs enfants, nous avons beaucoup d'espèces de poissons telles qu'il a dit le professeur, mais les Congolais ne connaissent même pas les espèces
poissons. On a eu à avoir des expériences, on a fait plus de 3 expositions ici à Kinshasa. Quand vous avez un poisson du lac Tanganyika, et qui ne le connaît pas. Quand vous avez, il y a le poisson même devant laquelle vous exposez, quelqu'un se pose la question, est-ce que ce poisson existe au Congo? Parce qu'ils ne l'ont jamais vu. Et la plupart des enfants ici à Kinshasa connaissent les toxons, c'est ça les poissons. Quand vous parlez de poissons, ils ne voient que les toxons. Donc ils ne connaissent même pas tout ce que nous avons comme espèce de poissons. Et là, je vais encore rencontrer l'idée du professeur Yambala Bapou qui a dit, et ma prédécesseur qui a dit qu'il faut des cours, même qu'on doit intégrer au niveau de l'éducation, pour montrer réellement à nos enfants quelle regorge la RDC. Parce qu'on nous apprend l'Amazonie, on gobe l'histoire de Napoléon, on nous a pris la tête avec l'histoire des Américains, des Indiens, et tout. Mais vous avez trouvé au finish que les Congolais ne connaissent pas l'histoire du Congo et qu'est-ce que le Congo regorge pour garantir la bonne alimentation. C'est un grand travail, ça fait presque 10 ans que je travaille dans ce secteur pêche en tant que femme, parce que d'abord, les femmes ne parlaient pas de ce secteur auparavant dans notre pays. Tout le monde croyait que la pêche était une affaire des hommes. Nous sommes passés à des phases de sensibilisation, comme je l'ai dit, et surtout, le problème majeur, c'est le désenclavement. Ce n'est pas les poissons qui nous manquent à RDC. Ça, je dis faux et archi faux. Nous avons des poissons qui poussent. Nous avons des poissons qui sont transformés et stockés. Par manque d'évacuation, ces poissons sont utilisés comme combustible pour sécher les autres poissons la saison suivante, parce qu'ils n'ont pas été évacués, faute de moyens de transport. Nous avons des poissons qui sont récoltés et pourris, c'est ce que j'ai appelé perte et post-capture. Donc on les pêche, mais ces poissons pourrissent. Nous avons ces poissons en RDC. Mais le problème qui est là par rapport aux poissons frais, surtout dans des grandes agglomérations, dans des grandes villes, c'est la question de conservation qui pose problème. Il y a une autre question, c'est une culture. Là, je rentrais dans l'idée de Mme Yap. Nous devons changer nos mentalités. Pose à la biseau, comme on dit en Lingala. Mais nous avons trop copié des choses qui sont inadaptées, qui ne sont pas les nôtres. Nous avons voulu aller vite jusqu'à ce que nous nous sommes oubliés nous-mêmes pour être rien au finish. Et c'est ça l'Occident. Et c'est ça l'Occident. Et c'est ça les écoles que nous avons suivies, qui sont essentiellement des écoles de répétition. Alors, je reviens aux questions. La première question qui m'a été posée passe par un constat des précipitations de la décentralisation. Et mon ami qui a posé la question pense qu'il n'y a pas eu de transfert de moyens. Les choses se sont passées dans la précipitation. Est-ce que je crois à ça? Écoutez, il y a deux choses qu'il faut différencier. La culture qui apporte un mécanisme, un système, et les animateurs du système. Le système de la décentralisation, c'est un système de la responsabilisation. On transfère, ça a été fait seulement par moi. J'ai dit donc pour être plus efficace, partagez-nous les responsabilités. Et on se partage les responsabilités. Cependant, lorsqu'il s'agit d'opérationnaliser ces responsabilités, ça peut arriver que tel ne fait pas ce qu'on a, on s'est entendu de faire. On lui a donné des responsabilités, mais il résiste par rapport à l'opérationnalisation de cette responsabilité. Qui a la faute? Est-ce que le mécanisme même de la décentralisation ou la personne qui a résisté à faire la responsabilité, à assumer la responsabilité? Donc, il est très clair que la décentralisation est un système de gestion. C'est très clair qu'il y a une répartition en 3 compartiments, comme je vous l'avais dit, au niveau central, au niveau provincial et au niveau local. Est-ce qu'on a transféré les moyens?
jusqu'à preuve du contraire, les moyens ne sont pas transférés à la hauteur de ce que cela représente en termes de responsabilité. Est-ce qu'on a transféré les ressources humaines? Moi je dis jusque-là, les discussions se font. Moi-même, j'accompagne les gouvernements congolais par rapport à ça. Même les mesures d'application. J'ai beaucoup aimé Mme Patricia. Elle a fait des révélations incroyables. Et il faut qu'on sorte de l'hypocrisie, comme disait Mme Yann tout à l'heure, pour que nous puissions voir en face la situation. On est tous dans l'hypocrisie, quoi. Et le pays n'avance pas. On ne dit pas les choses telles qu'elles sont. On voit que tout ce qui est importé, tout ce qui vient d'ailleurs, etc., est référentiel, est un idéal. Oh, il n'y a pas d'idéal, il n'y a pas de civilisation qui concerne tout le monde. Chaque peuple, chaque entité a sa propre civilisation. Et nous pourrons, chacun de nous, apporter quelque chose à la redéfinition de l'œuvre internationale. Donc, la décentralisation, c'est est importée. Je ne voudrais vraiment pas m'engager dans cette direction-là parce que peut-être que si je m'engage, beaucoup ne comprendront pas. Parce qu'il existe même une forme de décentralisation chez nous. La décentralisation que nous utilisons, elle est fondamentalement occidentale. C'est pourquoi ça nous complique dans l'application. Transfert des compétences, transfert des ressources humaines, transfert des ressources financières, transfert du patrimoine, etc. Ça ne se fait pas. On en fait une politique, mais on ne s'exerce pas. Et on ne le fait pas. Et jusqu'à preuve du contraire, on a monté des ONG, des objectifs de développement durable, mais personne ne contrôle si dans les différents programmes, au niveau provincial, au niveau local, si cela a été pris en compte, il n'y a pas une unité qui s'occupait véritablement de ce suivi. Et je vois le pasteur m'a posé la question, comment suivre? Moi j'ai dit, comment suivre? Déjà au niveau à l'échelle nationale, on n'a pas une unité de suivi et d'évaluation par rapport à la dynamique. Le ministère de l'Environnement, il y a une législation par rapport à ça. Nous avons copié. Nous avons copié. Parce que nous voulons être des photocopies. Et donc ça ne nous a pas servi à quoi que ce soit. Et donc, jusqu'à preuve du contraire, les transferts des moyens, les transferts des ressources humaines, compagnies financières, ne sont pas opérationnels. Il n'est pas opérationnel. Parce que le système lui-même, le système de gouvernance vient de... Les Ministries ne travaillent pas seuls. Nous avons une autre organisation sœur, SMAN Africa. C'est une autre organisation, toujours basée en France, et avec qui nous travaillons dans plusieurs domaines. Vous allez voir même, nous avons un autre programme, et parmi tant d'autres, c'est les programmes de renforcement des capacités, des formations des femmes en tant que des ingénieurs solaires. Alors, avec ça, d'ailleurs tout récemment, nous voulons encore, on a reçu l'invitation de l'université pour envoyer 10 autres femmes pour être formées. Donc, c'est-à-dire que c'est un programme qui s'effectue de la manière suivante. On forme les femmes rurales parce qu'on s'était dit, à chaque fois qu'on formait les jeunes, les jeunes ne voulaient plus vivre dans les milieux ruraux. Alors l'université a décidé, ça va, on a besoin des femmes. Donc c'est un programme qui prend des femmes de 35 à 55 ans. Donc, cette femme rurale, quand elle va revenir chez elle, dans son village, elle va apporter un plus. Elle sera à mesure de donner son acquis à ses enfants et à son environnement. Mais quel acquis s'agit-il? L'acquis de faire le panneau solaire. Parce que là, ce sont les universités indiennes qui le forment. Des panneaux solaires pour
pouvant nous aider à cuire nos aliments, il a des cadres. Et cette formation ne demande pas que la femme soit instruite. Non. Qu'elle sache seulement lire et écrire son nom et avoir la capacité juste de comprendre, c'est tout. Et le reste, l'université va faire. Donc on va la former, lui donner les outils possibles. Et derrière cela, il y a un autre accompagnement qui s'accompagne. Et l'accompagnement là, c'est le matériel, les financements, pouvant aider cette femme à être un instrument de valeur pour son village et pour le pays. Donc, ils seront formés et il y aura l'accompagnement des autres ingénieurs qui vont venir accompagner les villages et les secteurs pour électrifier. Là, c'est parmi nos programmes. Donc, c'est le programme d'éducation que je venais de dire là, le programme d'éducation. Avec ces programmes, on construit des écoles parce que nous savons tous que l'Est de notre pays a été beaucoup plus attaqué par des menaces naturelles, l'éruption volcanique, et nous avons pu quand même, tant soit peu, apporter de l'aide à ces élèves, à ces femmes, à ces hommes. Juste aborder aujourd'hui, on va juste passer rapidement. C'est l'appréhension du rôle des associations dans la lutte contre les changements climatiques et la promotion du développement durable. C'est un sujet dans notre thématique. C'est juste faire un rappel à nous qui sommes, la plupart d'entre nous, membres de la société civile. Membres de la société civile. Maintenant, nous avons ce droit-là. Nous avons ce droit de comprendre ce qui se passe, d'agir en même temps, parce que notre droit légal, et ce droit-là nous a été donné depuis 1992 à Rio de Janeiro. Alors, en tant que société civile, nous devons être vraiment regardants. Parce qu'il y a un fait qui vient de se passer dans notre pays, nous le savons tous, il y a au moins à peu près un mois, si je ne m'abuse, des sujets chinois du côté de l'Est ont parachuté je ne sais d'où, sans que notre gouvernement et les autorités ne le sachent. Ils ont atterri et ils ont commencé à abattre nos arbres à nous. Pour en faire ces sites-là une carrière minière. Ils ont abattu plusieurs milliers d'hectares, rendus déserts, pour en faire des mines. Et nous savons tous que dans les accords, dans la conférence des partis, dans la COP, ce sont des résolutions qui ont été prises. Et ces résolutions étaient que dans les 5 ans, nous devons rendre compte. Pourquoi? Pour qu'il y ait diminution du réchauffement climatique. Rendre le réchauffement donc plus ou moins à 1,5 degrés Celsius. Mais avec la tendance, on commence à dépasser le 3. Pourquoi? Parce que. Et nous, en tant que société civile, le gouvernement, celui qui signe des accords, il signe des accords, de quoi on ne sait pas. Il signe des accords et nous, on est là. On attend. Mais c'est nous qui subissons. Parce que nous sommes aussi partie prenante dans tous ces accords-là. Parce que c'est nous qui polluons encore plus. Entre guillemets, les autres. Quand bien la nature aussi pollue, mais
on pollue aussi. Et dans ces accords, c'était stipulé que chaque pays doit avoir un programme pour la lutte contre le réchauffement climatique. Et cette lutte qui est la nôtre, en tant que société civile, nous devons être vraiment regardants dans tout ce qui se passe en ce qui concerne l'environnement. Parce que c'est là où nous habitons. C'est ça notre vie. C'est ici notre pays. Mais quand des étrangers viennent abattre nos arbres, et quelles sont les conséquences? Il y aura encore beaucoup plus de réchauffement climatique. Comme nous le savons tous, le monde n'a que deux puits. Deux puits des réserves, deux puits de stock de carbone. Deux puits. Et dans nos deux puits des réserves de stock de carbone, il y a d'abord la forêt. Il y a la forêt, nous avons aussi les océans. Et les accords qui se font, nous, société civile, de fois, on ne connaît pas. Les gouvernements ne nous rendent pas compte. On ne sait pas qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui doit être fait. On ne sait pas. Pourtant, c'est notre devoir de le savoir. Et ce que les décrets vont faire aujourd'hui, c'est pour qu'il y ait vulgarisation. Ce que Smile Africa compte faire aujourd'hui, c'est pour que nous puissions vulgariser ces accords-là de Paris, vulgariser les accords climat, pour que nous ayons quand même une solution. Parce qu'aujourd'hui, quand les arbres sont en train d'être abattus, nous savons tous que les arbres, quand il y a émission de carbone, les arbres prennent cette émission de carbone, les transforment en oxygène, et nous donnent l'oxygène, et les arbres et gardent ces carbones en eux. Parce que le temps peut devenir notre ami lorsque nous savons nous habiller à lui. Le temps peut devenir notre ami si nous savons recourir à lui. Mais le temps est le pire de nos ennemis. L'histoire l'a démontré à son sens. Lorsque nous n'avons pas la notion du temps, nous sommes freinés dans notre élan et dans notre allant. Parce que nous ne maîtrisons pas la notion du temps. Le temps permet l'organisation pour sa survie, pour sa pérennisation. Malgré tout, le temps permet une meilleure compréhension, un meilleur échange, et le temps permet une visualisation nette. Le temps. Pourquoi je vous conte l'histoire de Wakati, le temps? Simplement parce que vous avez 15 minutes. Imaginez si nous, petit nombre que nous sommes dans cette salle, nous ne sommes pas capables de symbioser avec le facteur temps. Qu'en sera-t-il alors pour une nation? Réfléchissons à cela. Alors, nous allons commencer par la table de Malietou, j'adore son nom. Merci beaucoup. Pour ceux qui ne comprennent pas quoi il dit, Malietou, ça veut dire Bomengonabitsu. S'il vous plaît, un peu de respect. Bomengoya Congo et 20 hours. Donc, si nous voulons bien à la sortie, nous devons retenu dans notre réflexion pour atteindre les ODD, les objectifs du développement durable. Première recommandation, sensibiliser la population à tous les niveaux à apprendre et à ne pas cesser de se former. 2. Intégrer la notion de la protection de l'environnement dans toute la vie sociale, dans la famille, à l'école, à l'église et à travers toutes les organisations non gouvernementales et des associations. 3. Insister sur l'importance et la gestion de l'environnement dans l'éducation des bases.
c'est-à-dire dès la maternelle jusqu'à l'école primaire. 4. L'exploitation de nos ressources doit tenir compte des générations futures en évitant la surexploitation. 5. La mise en contribution des médias de masse pour conscientiser les populations sur la problématique. Le pouvoir des chefs coutumiers dans la gestion de la terre et dans l'urbanisation. 7. Éviter les constructions anarchiques et demander à l'État de revenir sur l'ordre cadastral. 8. Rendre obligatoire le reboisement partout où la forêt a été exploitée. 9. Favoriser la production et la promotion des énergies renouvelables pour l'électrification de l'ensemble du pays. J'ai dit. Merci beaucoup. Niveau 2. 1. La volonté politique et la sensibilisation et l'éducation des communautés locales, changement d'état d'esprit dans tout le domaine, notamment l'agriculture, la santé, l'éducation. La participation des communautés locales dans la prise de décision des décidés, l'enrichissement du cadre juridique lié à l'équité, la restauration de l'autorité de l'État et la révision du système éducatif adapté aux enjeux de l'ère, l'implication de toutes les parties présentes, notamment le chef coutumier, l'opérationnalisation de la caisse de la péréquation, la rédévabilité des responsables des DCD, le renforcement des capacités des principaux animateurs dans les DCD, la création d'une base de données pour la gestion des DCD, l'équité spatiale. Merci beaucoup. Le troisième groupe a été élu sur la stratégie d'appropriation des popularisations des ODD. Premièrement, il y a la vulgarisation des ODD, notamment en adaptant le langage concernant les communautés, par rapport aux communautés, en utilisant des outils tels que la radio, les affiches, les panneaux, également les meetings. Chercher une forme de symbiose entre la base et les décideurs, les préférences en venant de la base. Après, intégrer les us et coutumes, nos us et coutumes dans l'implémentation des ODD pour faciliter justement leur application. Et il nous a semblé que ce n'est pas encore le cas, ou si c'est le cas, ce n'est pas suffisamment martelé. Mais également au niveau de la famille, comme on l'a souligné tout au long de ces côtés. Enfin, il faut identifier les canaux de partenariat pour mobiliser les ressources qui vont servir à cette implémentation. Il y a également le fait de promouvoir une collaboration permanente entre les entités concernées, comme le gouvernement, les PCS, partenaires techniques et financiers, la société civile, également les secteurs privés. Voilà, en quelques mots, ce que nous avons retenu. Merci beaucoup. Le dernier orateur, c'est ce qui suit. Remercions. C'est à quoi je voudrais remercier tous les participants pour avoir mis le cœur dans l'ouvrage. Les résultats de cet atelier sont assez éloquents. Et ceci va nous permettre de construire quelque chose du niveau de l'Ouest de la République pour qu'ensemble, nous puissions devenir véritablement des partenaires par excellence du gouvernement de la République, à travers le ministère de l'Environnement et des forêts. Je voudrais, au nom de Kegeka, ministre du Fonège et de SMIL Africa, vous remercier pour tous les sacrifices que vous avez consentis. C'est le début du commencement. Quand on ne commence pas quelque chose, on ne commencera jamais. Souvent nous prions Jésus, souvent nous disons qu'il était Dieu, souvent nous disons qu'il était envoyé. Si dans l'hypothèse que cette puissance était réelle, et pourquoi il ne nous a pas emmenés au paradis? S'il ne nous a pas emmenés au paradis, mais il nous a plutôt montré les chemins pour arriver au paradis. Ça veut dire en fait que tout chemin qu'il faut emprunter exige des sacrifices. Parce que ces sacrifices qui génèrent tout l'air d'enfantement. Et il faut commencer quelque part. Des dégâts qu'on a jeune,
une organisation qui, pour la circonstance que vous connaissez, opère dans la province à l'est de la République, où il existe des guerres récurrentes. Et cette organisation n'est pas encore opérationnelle chez nous à l'ouest. Et vous comprenez que la crise financière sévit à travers le monde. Tous les bailleurs potentiels ne sont plus souples comme par les passés. Mais vous ne pouvez pas non plus convaincre qui que ce soit si vous ne montrez pas de quoi vous êtes capable de faire. Heureusement que nous sommes tous investis pour que se réalise cette activité à l'Ouest. Sans argent, même pas un centime. Parce que nous savions que c'est le début du commencement. Et la plus grande réalisation de cet atelier, c'est notre capacité de nous mettre ensemble pour relever les défis futurs. Et les défis futurs sont énormes. Non seulement ça nous crédibilise vis-à-vis du gouvernement de la République, mais ça nous crédibilise également vis-à-vis des partenaires qui sont intéressés à la question. Raison pour laquelle nous disons, au regard de ce qui a été fait, au regard de ce qui a été réalisé, nous sommes là en train véritablement d'amorcer un chemin difficile. Mais la vitesse des croisières va s'obtenir au fur et à mesure que chacun met le cœur dans l'ouvrage. Encore une fois, Madame Niab, Monsieur le Cordon, distingués participants, nous avons tous produit. C'était un atelier. Un atelier, chacun mène sa brique pour construire la maison. Soyons-nous fiers du travail que nous avons réalisé, peu importe les difficultés. On a passé par autant de temps ici. Certainement que ça n'a pas été comme avant. On a réfléchi ensemble pour dire, mais faut-il reporter cet atelier? Parce que tous les partenaires que nous avons contactés, qui auraient pu chacun libérer sa part dans les délais, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Aucun n'a donné un centime. Mais est-ce qu'il fallait arrêter à cause du fait que sortent les Congolais pour participer à ces jours à Sénat, existe seulement des moyens pour quelque chose qui peut nous donner des résultats positifs dans le futur? Moi, je dis non. J'ai conseillé, on en a parlé, etc. On s'est dit, engageons-nous, posons un premier pas. Et le premier pas a toujours été le plus long. C'est ce que nous avons fait. Et nous sommes fiers d'avoir fait parce que les résultats sont concluants. Cependant, nous avons fini. Vous avez suivi un moment le président qui s'est tout basé en France, et qui aurait pu venir pour cet atelier qui a été bloqué. Vous savez, la situation du moment. Et donc, aura et verra ce que vous avez consenti comme sacrifice. Nous avons fait une liste où on a récupéré pratiquement tout le monde. Certainement que nous avons pris contact avec certains partenaires techniques et financiers qui, certains, nous ont rassurés qu'ils interviendraient. Mais comme vous le savez, nous avons accéléré les choses au point où certains vivaient un peu dans la procrastination, n'avaient pas encore réagi. Peut-être qu'à un moment venu, s'ils réagissaient, chacun sera surpris de recevoir un coup d'appel, lui signifiant qu'il puisse passer, ne serait-ce que pour avoir quelque chose qui serait en compensation avec le transport qu'il a payé. Nous nous en excusons sincèrement. Nous connaissons les visages et les coutumes, mais nous nous trouvons dans la triste obligation de ne pas les honorer. Mais ce n'est pas une peine perdue pourtant, parce qu'on sait que dans les jours à venir, on fera les nécessaires. C'est encore, je déclare, que l'atelier de formation et de renforcement des capacités autour des objectifs du développement durable est tenu à Kinshasa, c'est 8 courants dans la grande salle Kawesi des immeubles administratifs. Je vous remercie. Juste un mot, nous ne pouvons pas clôturer sans penser à toutes ces femmes et enfants à l'est de la République démocratique du Congo.
qui connaissent des moments très difficiles, inimaginables pour chacun d'entre nous. Alors, à tous nos autres qui sont là-bas, nous leur transmettons toute notre sympathie, notre compassion et notre amour. Ce n'est qu'une question de temps pour que les sourires reprennent sur les visages et que les larmes sèchent les yeux. Tu m'as fait ça,